Donc moi, je suis Christelle Bonny, je suis la créatrice de Sextech for Good et je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce nouveau webinaire qui est consacré au dating. Avant de commencer, je vais vous redire quelques mots pour ceux qui ne nous connaîtraient pas sur le collectif Sextech for Good qui a été créé en 2018 pour fédérer et accompagner le développement de la sextech en France. C'est un collectif qui aujourd'hui accompagne et fédère une quarantaine d'entrepreneurs ou d'entreprises ou de start-up qui s'engagent et qui développent des projets innovants dans tous les domaines de la sexualité, que ce soit l'éducation, la santé et évidemment le plaisir pour toutes et tous, donc y compris avec des sujets comme la sexualité des seniors ou la sexualité des personnes en situation de handicap. Donc ils sont tous des entrepreneurs, eux, et engagés qui militent pour une sexualité positive et pour une société plus égalitaire, plus inclusive et plus jouissive. C'est aussi pour ça qu'on s'appelle Tech for Good, puisqu'on estime que l'innovation dans ces domaines-là a aussi un fort impact sociétal et on va, je pense, encore le voir ce soir. Après, on a commencé cette série de webinaires il y a quelques mois. On a parlé justement de la sexualité et du handicap. On a aussi parlé du podcast érotique. On a parlé de la contraception masculine. Et on commence l'année en parlant du dating, qui avait une petite actualité, puisque vous ne le saviez peut-être pas, ou vous le savez, je ne sais pas, mais on vient de passer le fameux Dating Sunday, qui est a priori le jour de l'année, dimanche dernier, où on a le plus de connexions et de gens qui téléchargent des applications et qui passent le plus de temps dans l'année à swiper ou télécharger ou s'inscrire dans des applis pour trouver l'amour. Donc sans doute le changement d'année et les bonnes résolutions. Ce marché du dating, il a émergé en 1995 avec un groupe, Match.com, qui a révolutionné les rencontres en transposant sur Internet les traditionnelles petites annonces imprimées. Il a dans sa galaxie des sites que vous devez connaître, comme OkCupid, Tinder, Mythique. Et ça s'est imposé comme le leader mondial du dating avec un revenu global généré pour ce secteur d'à peu près 8 milliards en 2020, dont 1,7 en Europe et 172 millions en France, pour vous donner quelques chiffres. Et des applis et des sites de rencontres donc il y en a 8000 dans le monde, 2000 en France, et qui ont permis en 2022 à un quart des Français de rencontrer leur partenaire. Des applications qui doivent toujours innover pour s'adapter aux évolutions, aux usages, aux attentes parfois très spécifiques des utilisateurs, puisqu'on va le voir en matière de dating, il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les groupes. Alors en vrac, les amateurs de musique, de jogging, les barbus et les tatoués, les romantiques, les parents solos, les homos, les bisexuels, les amoureux de la nature, les propriétaires de chiens, les libertins, les geeks ou même les propriétaires de Tesla. Mais peut-on faire de vraies rencontres quand on cherche à matcher avec des personnes qui nous ressemblent en tout point? Et demain, que peut-on encore inventer? Est-ce que l'avenir du dating passera toujours par plus d'innovation et de communautarisme, ou est-ce qu'il faudra s'attendre à un déclin, à une mutation du marché, liée à une fatigue du virtuel et de la consommation des corps constatée dans de récentes études? Autant de questions que nous allons aborder ce soir avec des spécialistes et des entrepreneurs du sujet. Donc Benjamin Warlock, qui est spécialiste du dating, et 3 membres du collectif Sextech for Good. Alexia Barjou, qui est créatrice de MyAndy+, Léna Serrada, qui est responsable marketing chez Noulib, et Cécile Mathieu, créatrice de Low Voice. Voilà pour la petite intro. Maintenant, je vais leur laisser la parole et on va commencer avec Benjamin, qui va nous parler. Alors Benjamin, on se connaît depuis longtemps dans une autre vie de l'époque où j'avais créé cette fameuse start-up de la sextech. Tu étais à l'époque en poste et tu vas peut-être en dire un mot dans une entreprise et qui travaillait dans ce secteur du dating. Aujourd'hui, on peut te retrouver dans un podcast qui s'appelle Humain et je sais que tu travailles aussi beaucoup sur la question du couple. Donc voilà, je suis ravie de t'accueillir. Tu vas nous partager un petit peu et déjà peut-être commencer par faire un état des lieux du marché une fois que tu te seras présenté. Merci Christelle, je suis ravi. En plus, c'est mon baptême du feu ce soir. Donc, voilà, meilleurs vœux à toutes et tous et à ceux qui nous regardent. Oui, moi j'ai bossé dans le dating. On s'est connus il y a 4, 5, 6, 7 ans maintenant. Ouais. Ça commence à dater. Et à l'époque, j'étais Head of Marketing d'un site de rencontre, concurrent de Lena d'ailleurs, qui s'appelle Wild.com. Et j'ai terminé chez eux en 2022, directeur général de l'entreprise. Donc j'ai un panorama un peu complet des sites de niche, on en parlera tout à l'heure. Et j'ai bossé dessus il y a quelques années. Voilà. Et je connais aussi Léna, on s'est déjà rencontrés par le passé.
Oui, pour un panorama du dating. Alors, tu parlais du dating, du Sunday dating. C'était le jour supposé où on a le plus de chances de matcher dans l'année. Il y a le Blue Monday qui arrive. Alors, je sais pas si c'est lié, mais le Blue Monday, c'est le jour apparemment le plus triste de l'année qui arrive généralement le troisième lundi de janvier. Ça, c'est Donc, quand on a matché avec personne le dimanche d'avant, ça. ou que le date s'est pas très bien passé, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Non, pour le marché du dating, ouais, tu le disais, il y a entre 8 et 10 000 services ou dating apps dans le monde. En fait, le chiffre est pas très important puisque, alors déjà, il y a des acteurs plus ou moins sérieux et puis le marché est concentré sur finalement très peu d'acteurs. Les premières applications sont, bah, on le connaît, hein, Tinder et Bumble. Et juste ces deux applications aux US, c'est 60% du marché en 2022. Et à l'échelle globale, donc à l'échelle du monde, le premier marché, c'est le marché qu'on dit APAC, donc Asie et Pacifique, avec deux gros pays qui trustent, et normal, c'est les plus nombreux, la Chine et l'Inde. Tu parlais de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022. En fait, c'est un secteur qui rapporte pas tant d'argent encore, mais qui est très rentable et surtout qui est en croissance continue. Le premier groupe, bah, c'est Match Group. C'est plus de 3 milliards de CA en 2022. Donc, trusté par Tinder, Match.com, il y a Mythic dedans, il y a OkCupid, il y a Hinge aussi qui marche beaucoup. Donc, juste Match Group, c'est un peu les Avengers du dating. Et donc, c'est vrai que c'est assez rentable et surtout, c'est en croissance. Et historiquement, c'est une croissance qui est assez soutenue depuis une dizaine d'années. Et les analystes prévoient un taux de croissance de 7%, ce qu'on voit à peu près quand même depuis 10-15 ans jusqu'en 2030. Et c'est un marché qui va passer de 10 à 17 milliards de dollars. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas tant que ça si on compare à une entreprise ou à un groupe. LVMH, c'est environ 80 milliards. Donc évidemment, c'est pas du tout la même échelle d'entreprise, mais c'est juste un groupe dans le luxe. Et là, c'est tout le marché du dating mondial qui a aujourd'hui bientôt 10 milliards. Donc, c'est rentable, mais ça rapporte pas encore énormément d'argent. Et dans un monde de plus en plus digitalisé, c'est pas étonnant de voir que le dating va prendre de plus en plus de place. Ce qui est intéressant quand on regarde ces chiffres, on voit qu'il y a une croissance effectivement, c'est une croissance de business, hein, en chiffre d'affaires, hein. On peut penser que c'est un peu en trompe-l'œil parce que la croissance, elle est portée par une envolée des prix. Le business model, c'est en général, c'est de l'abonnement. Donc, on s'abonne en général, à la semaine, un mois, 3 mois, 6 mois ou un an. Et on voit que, par exemple, je regardais les earning calls de Bumble. Comme Bumble, c'est une boîte publique aux États-Unis, donc c'est une boîte publique donc, qui est cotée en bourse. Les calls avec les investisseurs sont rendus publics, donc on peut les consulter, donc on a accès à tous les chiffres. Et en fait, on voit que effectivement le chiffre d'affaires augmente beaucoup, mais que le nombre d'utilisateurs, il ne suit pas forcément. Et sur le dernier trimestre, enfin sur Q3, sur le dernier trimestre qu'on a sur Bumble, le nombre d'utilisateurs et d'abonnés a tendance à baisser en fait. Et ça, c'est pas forcément un très bon signe. Et c'est vrai que si vous êtes sur les apps de dating et notamment les garçons, les prix se sont vraiment envolés. C'est qu'on était en moyenne il y a, allez, jusqu'en 2015 à une vingtaine d'euros par mois. Maintenant, c'est minimum 30, 40, 50, avec une segmentation énorme de l'offre. Et Tinder, je ne sais pas si vous avez vu, a lancé une offre à 500 euros. Donc je sais, en fait, c'est pour nous faire matcher avec les personnes les plus, en tout cas les filles, parce que je pense que c'est les mecs qui vont payer pour cet abonnement-là. Mais avec les filles les plus bankable, les plus likées, on aura des priorités dans les messages, etc. C'est un peu un cheat code en fait, comme dans le GTA, mais à 500 euros par mois. Donc on voit que c'est vraiment la hausse des prix que le marché continue à monter. Après, bah, ça confirme la tendance, hein, quand même, dans des études aussi de cette fatigue des utilisateurs aussi, de la consommation, du swipe à l'infini, en fait, du temps. Et du coup, je voyais, il y a
il y a deux tendances, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les gens qui en ont marre et qui se désabonnent et qui recherchent et qui auront envie d'autre chose. Et puis les gens qui deviennent des machines de guerre avec le stack dating, où du coup ça devient des entretiens d'embauche où on veut plus perdre de temps et où là ça fait quand même un peu peur parce que du coup il y a vraiment plus de place, à l'émotion et c'est une espèce de truc qui devient très robotisé, très très cadré, des tendances extrêmes hein, finalement. Ouais, ça dépend de quel côté tu te places. Si tu te places côté acteur business, le dating, c'est assez marrant à gérer parce que tu gères un peu ça comme un casino. C'est un peu du gambling, comme on dit aux États-Unis. Tu vas travailler ta rétention, tu vas optimiser ton UI UX pour déclencher l'abonnement au bon moment, et avec une stratégie de marketing qui est d'appuyer à fond sur le FOMO. Donc le FOMO, c'est Fear of Missing Out en anglais. Et c'est toi quand tu es utilisateur, il y a des gens qui sont disponibles et t'as pas envie de les louper, donc tu vas t'abonner parce que t'as peur, t'as reçu une petite notification, mais tu peux pas voir qui t'a liké, donc t'as envie de payer pour découvrir ça. Donc ça crée une vraie addiction côté user, mec. Et puis t'as aussi côté user une sorte de, tu le disais, hein, de lassitude. On va sur les apps parce que on est un peu obligé d'y aller, c'est là que ça se passe. En réalité, ça fatigue un petit peu tout le monde. Et il y a ce qu'on appelle aussi le paradoxe du choix, qui a été théorisé par un psychologue et qui dit en gros que plus on a le choix, finalement, moins on l'a et moins on est épanoui. Voilà. Et puis, On fait une transition, parce que je vous en parlais, je pense, plusieurs fois dans ce webinaire, puisque ce qu'on aime bien chez Sextech for You, vous l'avez compris, c'est à la fois les sujets techno et d'innovation, mais aussi l'impact sociétal que ça peut avoir. Et la philo, de temps en temps, ça fait pas de mal. Et donc, je vous conseille à tous, si vous l'avez pas lu, le fameux bouquin de Charles Pépin, qui s'est exprimé aussi sur les applications de rencontres, en disant c'est bien de se mettre dans cette ouverture et de l'aller vers l'autre, et du coup de se mettre en position d'aller rencontrer quelqu'un. Ceci dit, si vous pouvez trouver la meilleure application et vous pouvez faire une critère et matcher avec une personne qui aurait les 400 critères même que vous, ça sera peut-être pas une vraie rencontre parce qu'il y a plus de place à la surprise, il y a plus de place à ce qui fait une vraie rencontre et ce qui peut nous changer. Et aujourd'hui, finalement, il y a quand même beaucoup d'applications qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que on cherche par peur du risque, pas peur de peut-être du chagrin d'amour, par peur de plein de choses ou du manque de temps, d'aller vraiment sécuriser le truc en allant chercher la personne qui nous correspond parfaitement. Et encore une fois, on voit peut-être que en fait les gens en sont un peu marre de ça. ouais, et puis on voit aussi, pour terminer dans les lois business, je sais pas si vous connaissez la loi de Pareto, qui dit que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts, et ce ratio 80-20, on le retrouve un petit peu partout, et notamment dans le dating, où 80% des utilisateurs sont des hommes, 80 voire 90, et 20 à 10% sont des femmes. Donc, Avec un problème qui est que 70% des hommes qui sont sur Tinder sont pas des mecs libres. il y a ça aussi, il y a toute la notion de transparence. Et après, juste pour l'aspect business, Christelle, on compte environ 5% des utilisateurs qui payent C'est ça. ces applications, donc c'est assez faible. Et après, c'est très marrant. Moi, personnellement, j'ai testé. Bon, sur les apps de dating en France, comme tous les mecs, c'est un peu compliqué. J'ai eu la chance d'aller à Manhattan et j'ai testé Bumble à New York. J'avais l'impression d'être une rockstar. Vraiment, Christelle. Je sais pas si c'est parce que j'étais français en voyage ou je sais pas, mais J'ai un copain je qui m'a dit exactement la même chose. Après, je pense qu'il y a une question intéressante sur ce Bumble et de là où tu étais, c'est aussi dans l'usage des femmes. Et aussi, c'est une tendance qui est dans tu vas peut-être en parler, justement, le fameux rapport Bumble de 2024 sur les nouvelles tendances du dating, où les femmes prennent la main ouais. et où elles n'ont pas plus envie de changer, où elles posent leurs critères, où elles sont avant tout là pour... et donc, ça change aussi, puisque dans Bumble, on le rappelle, c'est quand même les femmes qui font le premier pas, Qui doivent parler, ouais. qui Mm. doivent parler en premier. Et donc, je trouve que c'est assez... voilà. Est-ce que le secteur du dating deviendrait féministe? En tout cas, c'est le message qui est porté par Whitney Wolf qui a fondé Bumble et qui vient pas de nulle part, hein, elle a été cofondatrice de Tinder. Elle est partie en difficulté avec, je sais pas si c'était des soupçons ou avérés, mais de Harcèlement harcèlement avec sexuel. l'ancien cofondateur de Tinder. Donc, elle vient pas de nulle part. Elle a importé aussi toute la partie swipe.
Et puis elle a marketé ça très bien avec, tu le disais, les femmes qui prennent le pouvoir et ça fonctionne plutôt bien puisque l'application est très très propre. Juste en termes d'usage, elle est très très propre et puis la commu, plutôt sympa. Ouais. Et comme ça parle féminisme, forcément, je m'en mêle. Et du coup, sur Tinder, en recommandation de livres, il y a le livre de L'amour sous algorithme de Judith Duportail, qui a quand même démontré qu'on est noté sur Tinder et que notamment lorsque nous sommes une femme avec un haut niveau professionnel, on est moins bien noté, tandis qu'un homme serait mieux noté. Donc je pense qu'effectivement, Whitney Wolf, toute cette misogynie inter-application de rencontres, c'est très bien qu'elle soit arrivée sur le marché, quoi. Je suis pas sûr que Bumble ne fasse pas de scoring de ses membres. Alors, il y a peut-être du scoring, mais du coup, un scoring différent. En tout cas, je l'espère. Oui, on a tous Je- des critères de séduction ou voire de baisabilité, comme dirait Ovidie. Ah Donc, oui. ça, et on a tous aussi un capital sexuel. Benjamin, pour avancer, est-ce que tu as regardé, est-ce que tu voulais nous dire un mot justement de ce rapport ou des 8 tendances du dating ou est-ce que tu avais autre chose à nous dire sur le business? Alors, si je vais quand même rebondir sur ce que tu as dit sur le business pour que les gens qui nous regardent se rendent compte aussi que quand on développe et quand on innove dans ce secteur-là, il faut avoir beaucoup d'argent parce que tu l'as dit, en fait, 5% de gens qui payent, ça fait 5% de transformation. Et pour arriver à gagner sa vie et générer suffisamment d'argent avec 5% de gens qui payent et qui transforment, ça veut dire qu'il faut quand même avoir générer beaucoup de trafic et du coup, il faut avoir beaucoup d'argent en termes de marketing. Donc, on peut avoir beaucoup d'idées, mais c'est vrai que derrière, ça vit pas tout seul. Il y a vraiment de gros investissements à faire. Ah ouais, non, mais complètement. Le dating, en fait, c'est assez simple. Il faut du monde. Mm. Donc le dating, c'est un peu de tech, histoire de faire tourner la boutique. C'est pas mal de customer success pour affiner les algos de faux profils notamment, parce que ça peut détruire, un produit. Et puis après tout ce qui est modération post-inscription, mais je pense que Lena connaît évidemment bien le sujet avec Nolib. Donc ça, c'est la base. Et sinon, c'est que du marketing et du branding pour se faire connaître avec une stratégie d'acquisition en continu pour renouveler la base de users. Parce que si tu t'inscris et qu'en quelques minutes, tu as fait le tour des personnes qui étaient chez toi et que tu te reconnectes 10 jours après, 6 mois après, et tu as toujours les mêmes, tu vas ailleurs en fait. Donc les utilisateurs vont là où ils sont susceptibles de trouver le plus de monde. Donc c'est pour ça que finalement, tu as très peu d'acteurs. Voilà. Ou alors, tu es obligé de déménager parce qu'à Brest, Moi par exemple, je devrais aller à New York, tu vois. bah ouais, je crois. J'ai pas les moyens, clairement, donc je reste à Paris. Bah écoute, plutôt que de payer un abonnement à 500 euros, il y a quelque chose qui se réfléchit. Tu vois, un billet d'avion, tu vois, il y a un truc. Ouais, il y a peut-être un truc à jouer là-dessus, ouais. Ouais. Et donc sur les 8 tendances, je sais pas si tu les as sous les yeux ou si tu veux que je les donne, parce qu'on s'était dit qu'on ferait un peu de prospective aussi. Et alors bien sûr c'est une étude Bumble, donc forcément je pense qu'elle a aussi ce biais d'être Bumble et donc peut-être un peu Elle féministe. est pas compatible, je pense. Ouais. Mais vas-y. Parce qu'elle est aussi sur leur base d'utilisateurs et utilisatrices, donc ils adhèrent. Et donc il y a la différence d'âge qui a moins d'importance. Donc, ce qui serait une bonne nouvelle qu'on sorte un peu de l'agisme, et notamment pour les femmes qui s'autorisent de plus en plus à sortir avec des hommes plus jeunes. Une remise en question aussi de l'intimité qui n'est pas forcément que sexuelle, mais une recherche aussi d'intimité émotionnelle. Donc ça, c'est a priori une des tendances de 2024, de son propre bien-être avant tout. Donc ça veut dire aussi de pas de refus, on en parlait tout à l'heure des femmes aussi, de peut-être de rentrer dans des codes comme avant ou dans des normes. Pour les hommes, la vulnérabilité au masculin, donc ce qu'on appelle un l'open-hearted masculinity. Donc là, ça veut dire aussi les hommes, partagez vos émotions. Donc là aussi, on est dans le mode de déconstruction en fait des codes anciens de la virilité. Une envie aussi de dire halte à la pression du calendrier social, c'est quelque chose qui revient aussi forcément la rencontre, le mariage, les bébés. Bon, c'est plus tout à fait. Voilà, il y a vraiment une remise en cause des codes. L'acceptation de soi. Alors un qui est pas pour moi du tout, c'est le sport. Mais qui va peut-être réjouir. J'ai vu qu'on avait une application, je crois que c'est plus de Bordeaux ou Toulouse, de gens qui se rencontrent. J'ai trouvé ça très marrant, l'application Jog, où pour déclencher certaines fonctionnalités, il faut faire un certain nombre de pas ou de kilomètres. J'ai trouvé ça plutôt... donc, bon, ils sont dans la tendance. Et puis, aussi intéressant, la question des valeurs, et notamment l'engagement politique qui deviendrait sexy. Et en tout cas, ça veut dire qu'au-delà du physique,
on recherche et on met peut-être maintenant plus d'importance aussi sur les valeurs partagées. Voilà, ça c'est ce qui était dans le rapport de Bumble. Je sais pas si une réaction à chaud. Ben, si c'est politique, moi je vais changer ma description sur Bumble. Je vais parler de Gabriel Attal et de Rachida Dati, peut-être que ça marchera mieux. Voilà, et donc je faisais une blague pourrie, mais qui n'est pas de moi, hein, qui est de mon ami Bertrand. Voilà, c'est Rachida Dating, et c'était le bonjour pour la. Très pour bonne la... blague. Très bonne blague. Est-ce que tu avais autre chose à nous dire sur le marché, toi, peut-être un mot, parce que je sais que tu réfléchis au couple, peut-être sur l'impact de tout ça, et peut-être qu'est-ce qui va arriver encore en termes de mutation ou de comportement, puisque avec les applications aussi, on a aussi inversé l'ordre, c'est-à-dire qu'avant on se rencontrait, on se plaisait, ou peut-être on tombait amoureux, on avait une sexualité. Depuis qu'on a le dating, en général, on se rencontre, on commence par la sexualité, et peut-être après on développe des sentiments. Ouais, bah, j'ai un milliard de choses à dire, évidemment, mais je pense qu'on va être limité par le temps, Christelle. En numéro 2. Et non, juste pour dire par rapport aux périodes du dating, donc on a une grosse période 2012 qui était la période mythique, et puis le début du dating en ligne, qui était quelque chose d'un petit peu, même complètement nouveau, et qui surprenait, et qui apportait aussi pas mal de méfiance. C'est-à-dire que quand les gens, moi j'étais un peu jeune à cette époque-là, mais je me rappelle que quand on rencontrait des couples qui s'étaient rencontrés via Mythique, il y avait une sorte de méfiance, de est-ce que c'est très sérieux tout ça, est-ce que ça va tenir. Après, donc ça a duré 10-12 ans. Ensuite, Tinder est arrivé avec une idée de génie, c'est le swipe. Et ça, franchement, on peut critiquer après toutes les conséquences que le swipe a eu, mais en termes d'utilisation de produits, c'est une tuerie. Et puis, ils ont aussi démocratisé vulgairement le plan cul. Hein. Tinder, avant, c'était pas hyper bien vu, ça se disait pas trop. Maintenant, en 2024, il y a plus de sujet pour avoir des sex friends. Donc, ou friend with benefits, comme on dit, comme on dit en anglais. Euh, et donc là, ça fait Tinder, ça fait déjà 12 ans. Hein. Le temps passe. Là, on est en 2024 et on parlait tout à l'heure de la lassitude. Je pense que elle est là depuis quelques années et qu'on va arriver sur une nouvelle ère du dating où on va privilégier la qualité des rencontres, le bien-être. Se Et poser la santé mentale, tu en parlais, peut-être en dire un mot, parce que c'est revenu ça souvent dans certaines études, et justement ce côté de se protéger ou de chercher au-delà du physique et de chercher la connexion émotionnelle ou de faire attention à soi. Il y avait ce côté santé mentale qui est aussi lié aux expériences du Covid. Ah ouais, t'as complètement raison. Moi, je pense qu'il y a une lassitude, hein, mais il n'y aura pas de décroissance. Et d'ailleurs, on le voit avec les chiffres des analystes. Ok, il y a une fatigue du virtuel, mais je crois pas du tout qu'on va dans un monde avec moins de virtuel dans le dating. La plupart de nos échanges hors dating sont virtuels. Il n'y a aucune raison pour qu'un retour en arrière s'opère. Clairement, les rencontres vont continuer à se digitaliser. On parle du métaverse dans les technos, mais en fait, il est déjà là, dans notre Mm. poche, le métaverse. Avoir un casque aujourd'hui, je pense que la techno n'est pas encore assez mature. Là, il y a une réalité, c'est l'AI, donc l'intelligence artificielle. Je pense sincèrement que ce sera surtout un argument pour les boîtes pour faire venir des gens. Ce sera uniquement du market. Je pense que ça va plaire à Lena parce qu'on va peut-être effectivement préciser un peu les affinités, mais en réalité, la qualité d'un match, elle se joue pas sur la précision de l'algo. Euh, Après, on a quand même des applications où là, moi, ça m'interroge, mais elles existent, elles commencent à arriver, où on peut rencontrer en fait que des gens qui ne sont pas des vrais gens, qui sont que des profils qui sont créés par de l'intelligence artificielle, avec des tas de photos qu'on peut avoir, et donc on peut demain avoir une petite amie ou un petit ami ou un copain ou un partenaire, peu importe, complètement virtuel. Ça interroge aussi, quoi. Ouais, mais ça c'est pas du dating, ça c'est du virtual flirting. Je pense que ça va plaire notamment aux mecs, les mecs mariés aussi, qui vont pouvoir discuter et dire plein de saloperies à une intelligence artificielle. Mais là, sur la rencontre dating pure, c'est uniquement de l'humain. Je pense qu'il y a plus de voies techniques pour optimiser ce qu'on appelle la sérendipité, en fait, Mm. la rencontre fortuite. Et c'est pour ça que je pense que le dating, en fait, n'est pas tant une question tech qu'une question sociale. Et je sais que c'est des sujets que tu aimes beaucoup, Christelle. C'est pourquoi on a envie de rencontrer quelqu'un, en fait.
comment on Alors, crée. il le dit là-dedans, il l'explique, hein, la rencontre pour nous, elle est essentielle, on en a besoin en tant qu'être humain. Et il dit justement que les outils mis à disposition sont ce qu'ils sont avec leurs avantages et leurs défauts. L'important est ce que nous en faisons. Et il dit si beaucoup de choses font obstacle aux belles rencontres sur ces sites et applis, elles restent possibles et peuvent être favorisées par ces moyens si nous les utilisons à bon escient. Dans la sphère virtuelle aussi, il est possible de montrer plus d'attention, d'humanité, de sincérité et d'ouverture. Clairement, et Charles a totalement Très optimiste, merci Charles. Ouais, ouais, et puis il parle, parce que j'aime beaucoup son bouquin, il parle aussi de l'altérité. On rencontre aussi quelqu'un qui change un peu notre perspective, notre façon de voir les choses. On dit qui se ressemble s'assemble, on dit aussi les contraires s'attirent. Donc en réalité, je sais pas trop comment bien se positionner, mais je pense que le plus important c'est l'ouverture. Mais tout à l'heure, je pourrais vous parler aussi de la notion d'amour qu'il faut aussi réinventer. Là, on sera un peu moins dans le dating, mais je pense que c'est important aussi parce que c'est un peu un fil rouge qui nous amène aussi à Ouais. swiper à gauche ou à droite à un moment donné. Ouais. On fera un deuxième épisode sur l'amour et sur cette question, parce que c'est beaucoup de choses, je suis d'accord, à dire. Mais oui, l'altérité, le fait de changer, d'accepter d'être changé, c'est ça. Il dit que si une rencontre ne vous change pas ou ne vous change en mal, ce n'est pas une vraie rencontre. Donc, sur les gens qui ont envie de se poser des questions sur c'est quoi une rencontre et comment on crée les conditions d'une vraie rencontre, ce bouquin est intéressant. Merci beaucoup, Benjamin. Je sais pas si tu voulais. Ouais. Ouais, juste terminer, Christelle, parce qu'il y a une génération qui arrive, c'est la Gen Z. Et en fait, la Gen Z, elle est déjà âgée, puisque dans quelques années, les premiers Gen Z, ils vont avoir 30 ans, en fait. Donc, Gen Z, ce sont qui sont nés entre 97 et 2012. Et il y a un chiffre qui est effarant aux États-Unis, mais qui vaut aussi, je pense, dans le monde occidental et en Europe. C'est la solitude de cette génération, qui est la première génération à exprimer le fait de se sentir seul régulièrement, voire très souvent, par rapport à toutes les autres générations au même âge. Faut savoir que c'est la première génération qui est digital native, et donc si on n'adresse pas la question de la solitude, on va aussi renforcer, je pense, les patterns des rencontres et se mettre en couple pour les mauvaises raisons et recréer les schémas qui aujourd'hui créent de la lassitude, de la frustration et tout ce qu'il y a derrière, voilà. Et de la mauvaise relation in fine. Voilà. Ouais, merci. Alors, juste pour toi, Pauline nous dit, j'ai écouté un podcast dans lequel il disait qu'il y avait 2 fois plus de femmes célibataires à New York que d'hommes célibataires. Donc, go, go, go. Ah, pour ça, ben voilà. Merci Pauline. Je déménage à New York. Et Nicolas qui nous demande si vous avez des chiffres sur les dates qui ont abouti à une famille et des enfants nés de ces rencontres. Non, perso, je n'ai pas ce chiffre-là. Mais par contre, je viens de lire un article, tu disais Tinder, sur il y a une étude l'année dernière qui disait que les couples qui se sont rencontrés sur Tinder aux États-Unis divorcent plus que les autres, et notamment parce qu'il continue d'y avoir cette pression sociale, hein, qui fait qu'on pense que c'est encore malgré tout, 10 ans après, c'est des rencontres plus légères, en tout cas, qui ont moins de sens que quand on se rencontre ailleurs ou à l'université ou peu importe. Léna, on va passer. Merci Benjamin, on revient après. Je vais passer la parole à Léna qui va nous parler de Noulib. Noulib, peut-être que tu peux commencer Oui, par complètement. nous expliquer ce que c'est. Alors, je n'arrive pas à te mettre en... Oui, voilà. C'est bon? Vas-y. Super. Bonjour à tous déjà. Donc moi, je suis Léna Serrada, je suis directrice marketing pour le site et l'application de rencontre Noulib. Noulib, c'est une app de rencontre qui décomplexe, on aime bien dire, qui décomplexe la rencontre, qui décomplexe la sexualité et le plaisir. Donc nous, on va pas forcément parler d'amour et d'enfants et de relations qui vont s'installer de cette façon-là. On parle plus voilà, autour de la sexualité et du plaisir. On est un peu en marge des sites de rencontres plus classiques. On va plus se positionner sur un marché qu'on va appeler le casual dating, donc les rencontres dites légères. L'idée, voilà, c'est qu'on est en marge des sites de rencontres qui sont plus classiques, où on va en fait proposer du coup une plateforme de rencontre pour permettre à des utilisateurs et des utilisatrices qui recherchent des expériences sexuelles, soit des nouvelles expériences. Donc quand je parle d'expériences, ça peut être des expériences ou des pratiques, ça peut être des plans à trois, de l'échangisme, du BDSM, du fétichisme, tout ce qu'on peut imaginer de plus coloré dans la sexualité.
Et donc de faire en sorte que les personnes qui ont envie des mêmes choses, et ça c'est important, c'est vraiment cette notion d'avoir envie de la même chose, puissent se rencontrer sur une plateforme qui est sécurisée dans la bienveillance et le respect. Ça c'est très important. Et Nous Libre, pour l'histoire, donc qui est un site qui existe depuis 2007, qui est là depuis donc assez longtemps sur ce fameux marché du casual dating, et s'appelait notamment avant Nous Libertins. Donc peut-être que certains connaîtront sous le nom de Nous Libertins. Le nom a changé seulement en 2021, donc c'est assez récent et c'est pour ça que c'est intéressant de le mentionner. C'est un site qui fédère une très forte communauté libertine et on a fait ce choix du coup fin 2021, début 2022 de passer de Nous Libertins à Nous Lib pour essayer de toucher une audience plus large et aussi d'avoir une audience qui est plus jeune. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont envie aussi de se faire kiffer sexuellement et qui vont pas forcément s'identifier à cette notion de libertin, libertinage qui peut paraître un peu has-been et qui est pas forcément aujourd'hui dans le langage des plus jeunes générations. Donc voilà, l'idée de passer de Nous Libertins à Nous Libres, c'était ça, et puis c'était aussi de pouvoir parler de la sexualité de manière plus large, et voilà. Donc la mission de Nous Libres, en tout cas, c'est ça, c'est de pouvoir permettre à chacun de pouvoir vivre des expériences sexuelles avec les bonnes personnes et toujours dans la bienveillance. Voilà, ouais. C'est vrai qu'avec une remise en lumière d'une notion qui finalement, dont on ne parlait pas vraiment avant, on ne questionnait pas dans la sexualité, qui est arrivée tardivement aussi, c'est le consentement. Ouais, tout à fait. Donc, qui est au cœur de tout ça. Je crois que vous avez une actualité, peut-être parce qu'on est là aussi parler d'innovation, d'évolution des produits et des services. Il y a une application qui est en cours. Pour les gens qui nous regardent et qui connaissent peut-être pas la sextech, faut expliquer, voilà, quand on veut faire une application, on peut pas la mettre en ligne directement, on passe par une espèce de, voilà, pas une espèce, une vraie validation des stores et donc une vraie censure. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. Alors, la censure des applications, des réseaux sociaux, c'est un problème récurrent dans les entrepreneurs de la sextech. Je sais pas, peut-être tu peux dire en 2 mots, c'est quoi la réalité aujourd'hui d'une entreprise aussi du dating? Alors la réalité, donc nous on a lancé l'application, elle a été release sur les 2 stores très récemment en fin d'année, fin 2023. Et ça a été plus simple avec Google Play, donc tout ce qui touche aux Android du coup, plutôt que sur iOS et Apple qui sont beaucoup plus difficiles en termes de règles. Mais ça a été un travail de longue haleine de toutes les équipes. Ça a duré plusieurs mois pour qu'on puisse... Alors, c'est pas forcément la création de l'application qui pose problème en elle-même. On a passé beaucoup plus de temps à faire en sorte que l'application soit validée par Apple et par Google. Et c'est ça qui a pris des mois, en fait, au final. C'est parce qu'il y a eu un vrai besoin de s'adapter à des règles qui sont très floues, finalement. Nous, le problème qu'on a sur les sites de rencontres, c'est qu'on a du contenu généré par les utilisateurs, on a du texte, on a des photos, et on a aussi du contenu de marque avec voilà, toutes les illustrations de la marque, toute l'image de marque. Et c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir voilà, parler de sexualité et que ce soit que l'app puisse être publiée facilement. Les Apple et Google nous ont plusieurs fois demandé de faire des modifications au niveau des contenus photos, donc on a dû énormément adapter notre modération pour pouvoir passer sur les stores tout simplement. Et adapter ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, même Apple et Google ne sont pas vraiment capables de vous dire ce qui est jugé comme explicite et ce qui ne l'est pas. Donc c'est-à-dire que nous, on va pouvoir se faire refuser parce que on voit une paire de fesses sur le site, mais sur Instagram, il y en a plein. Donc il y a aussi les poids des apps qui sont différents. Il y a des grosses apps avec lesquelles c'est plus facile de passer certains contenus que d'autres. Mais voilà, c'est très compliqué parce que eux-mêmes n'ont pas de règles qui sont très explicites et eux-mêmes nous ont dit que c'était des critères qui étaient tout à fait subjectifs et que en fait ça va tout simplement dépendre de qui valide l'application au final et qui passe sur l'application pour valider, parce que c'est quelque chose qui est très personnel aussi, de ce qu'on peut juger de trop ou de pas assez en termes de sexualité. Donc voilà, ça a été très, très, très compliqué.
Je pense voilà. qu'il y a aussi des logiques qui ne sont pas dites, mais oui, Benjamin, je finis ma phrase et tu vas pouvoir prendre la parole aussi de gestion de business derrière en fonction des acteurs qui sont référencés ou pas, puisqu'on a eu le cas avec un autre membre de Sex Tech for Good, Blind, qui a été refusé pendant longtemps, et la réponse officielle qu'on leur disait, c'était bon, en fait, il y a trop d'applications qui fonctionnent sur le système du matching, donc voilà, on n'en prend plus, ce qui fait que bah, tu as une espèce de voilà, t'as pas une liberté d'accès au marché. Donc, il faut aussi que les gens se rendent compte qu'il y a une régulation qui est faite ailleurs et un choix qui est fait pour nous par défaut par ces opérateurs, en fait, de la liberté des services auxquels on peut avoir accès. Alors, quand on parle du dating, ça peut paraître pas grave, mais si demain on va de plus en plus vers des applications, par exemple, de santé, il y a des questions qui se posent. C'est avec qui Ouais. je peux me soigner, une vraie souveraineté aussi du choix. Benjamin, vas-y. Non, mais c'est vraiment des menteurs, les stores. Et effectivement, Léna a tout à fait raison de dire que, en fait, ce serait simple, entre guillemets, s'il y avait des guidelines qui étaient clairs, en fait. Et que on jouait, et que tous les acteurs, qui soient dans le dating, qui soient dans l'adulte, qui soient n'importe où, soient les mêmes et que ces règles soient claires. C'est-à-dire que c'est compliqué de bâtir une stratégie et de allouer des moyens qui coûtent cher à une entreprise parce que créer une application, mais ça prend un temps de malade. C'est des embauches, donc c'est toute la boîte, c'est toute une stratégie. Il faut embarquer tout le monde pour qu'au final, on soit dépendant de stores qui ne te donnent pas les règles pour vraiment jouer à armes égales. Mm. Et en fait, pour l'ENA, c'est qu'en plus, Noulib est dans un format réseau social. Et donc, c'est extrêmement compliqué d'arriver sur un store et de dire, OK, voilà, moi, j'ai un réseau social où il y a des photos explicites. Ils vont te dire, OK, il faut enlever toutes les photos. Mais à ce moment-là, ça dénature vraiment ton produit et quel est l'intérêt ensuite d'aller sur les stores ou à revoir totalement ton produit et de proposer une alternative un peu maligne, différente, mais qui sera pas ce que tu proposais en web app ou en version desktop. Et puis au final, il y a aussi t'en parlais aussi, Elena, c'est ce deux poids deux mesures. C'est que effectivement, il y a des faits sur Instagram, mais il y a encore pire, c'est que tu vas sur Reddit, qui est un réseau social, tu as plein de catégories de Reddit, notamment pour toute la communauté BDSM, avec des gifs mais complètement explicites. On est sur Pornhub. Donc, et là, il n'y a aucun souci, c'est sur l'App Store, vous pouvez le télécharger et mon fils de 12 ans pourrait accéder à ce genre de contenu. Donc voilà, il y a vraiment deux poids, deux mesures et puis de ne pas avoir les règles. C'est ça. À tel point qu'à un moment donné, ça ne l'est plus, mais à un moment donné, le compte Pornhub était validé sur Instagram. On a vécu des situations. Et ce qu'il faut aussi dire aux gens qui nous regardent, c'est que une fois que tu es sorti, tu n'as pas la garantie de rester. Ça veut dire que Oui, non, jamais. ça nous est arrivé à l'époque. Du jour au lendemain, ton application, sans même être prévenue, sans même un mail ou sans même un avertissement, peut disparaître des stores. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu n'as plus de business, tu as perdu. Voilà. Donc, faut se rendre compte quand même que c'est dangereux. Ce qui fait que aussi, ça donne des points de fragilité sur les business. Ce qui m'amène aussi à la question du financement. Je crois que tu voulais en dire un petit mot aussi, Elena, qui est dès que non seulement c'est des business où on cumule les tabous encore, malheureusement, et puis aussi qui sont des modèles qui rassurent pas forcément les investisseurs parce que si on a une seule app alors vous avez un site, il y a d'autres choses à côté, mais si on a un business qui est focus 100% sur une app, il y a ce risque du jour au lendemain qu'elle disparaisse et que du coup la valeur disparaisse. Ouais, complètement. Et puis en fait, c'est là où on voit. Moi, avant, je travaillais pour un autre site de rencontre qui était un site de rencontre classique. Là, en arrivant chez Nous Libre, je me suis rendu compte à quel point parler de sexualité. Alors, avant, on parlait de libertinage, qui avait une très très mauvaise image et qui est très méconnue du grand public. Mais même en parlant simplement de sexualité, ce qui concerne globalement à peu près tout le monde, en fait, tout devient très compliqué. Ne serait-ce que pour communiquer, pour faire de la publicité. C'est la croix à la bannière pour essayer de faire des ads des bannières qui, à la fois, faut faire une bannière qui met en avant votre produit, donc qui va quand même, on va pas vendre un mythique alors qu'on est Nous Libre, donc il faut quand même qu'on parle de notre produit et de ce qu'on vend. Et en même temps, il faut pas qu'on utilise certains mots, il y a des visuels, il faut qu'on fasse très attention, etc. Et c'est une énergie, c'est beaucoup d'énergie du coup pour diffuser sur certaines plateformes, notamment par exemple sur Facebook et Instagram avec tout le réseau Meta.
c'est d'un compliqué pas possible pour pouvoir diffuser, et c'est quasiment impossible, quoi. Donc c'est Oui. beaucoup d'énergie pour essayer de diffuser, quoi. On avait une question comme une espèce de quota qui réalise cette sélection d'accès aux applications et aux stores. Donc, bah, en fait, quand on a une app, on a des comptes développeurs et on met son app et on attend la réponse. Donc, en fait, qui vraiment, on ne le sait pas. On le sait pas. Il y a des gens, il y a des gens qui font des tests, soi-disant. Donc, Ouais, c'est ça. voilà, de tester c'est voir s'il y a des bugs, voir si l'application marche bien et effectivement voir si elle correspond bien aux guidelines qui sont, voilà, encore une fois en cours, mais encore une fois, elles sont tellement floues et c'est tellement aussi sujet à interprétation que, voilà. Après, c'est un peu comme ça aussi hein, quand on va sur un guichet de la BPI en France, hein, je vais vous le dire, en fonction de la personne à qui tu parles pour les projets Sextech, tu peux être financé ou pas. Oui, c'est ça, c'est tellement subjectif, et même le contact que nous, on avait chez Apple, quand on a, enfin, voilà, fait tout ce qu'il fallait, fait, beaucoup de travail pour améliorer la modération, les contenus, et cetera, lui-même, quand on voulait lui demander: qu'est-ce qui sera jugé comme explicite? Est-ce qu'une poitrine, est-ce qu'un décolleté, c'est déjà explicite? Ou est-ce qu'un maillot de bain, si c'est à la plage, c'est bon, mais du coup, si c'est pas à la plage, c'est pas bon? Enfin, et en fait, même lui nous a dit: «Bah, en fait, ça dépendra juste de qui va valider très objectivement». C'est subjectif, c'est complètement subjectif en fait. Et ça va juste dépendre de la personne, de son ressenti, de son sentiment par rapport à ça, de sa culture, de son éducation, et voilà. Donc ça se base vraiment que sur de l'humain, qui du coup est... c'est très difficile de travailler quand on sait pas qui va nous valider l'app, quoi. Donc, Et puis c'est valable aussi, tu le disais, il y a Meta, mais aussi pour Google, hein, quand on fait ah oui, oui, complètement, oui. quand on fait des campagnes AdWords, par exemple, qui sont validées. Meta n'est qu'un exemple, hein, vraiment. Ouais, bien sûr, complètement, ouais. Mais il faut pas oublier que les GAFAM sont américains et sont très sensibles à toutes les questions de sexualité. Et pour répondre à Florence, il y a pas, c'est pas une autorité qui valide les applis. C'est vraiment, en fait, il y a vous avez vraiment un compte développeur. En fait, c'est vraiment Apple et Google qui ont un service comme ça de gens qui passent leur journée à valider les apps ou les mises à jour des apps et à dire go, no go, ou à les supprimer s'il y en a un qu'un jour qui se promène et qui passe, qui fait un scroll de toutes les apps en disant bah non, celle-ci finalement elle correspond plus, donc on la dégage. Donc c'est pas du tout une autorité, c'est vraiment ce droit-là qu'ils ont, puisque en fait c'est eux qui publient les apps sur leur store, donc ils font un peu la pluie et le beau temps. On n'a pas encore de store. Il y a eu plusieurs tentatives dans la sextech d'avoir comme ça des stores un peu parallèles où on irait chercher des applis, mais sur un iPhone, on peut pas. Il y a quelques procédés sur un Android sur lesquels on peut donner des liens de téléchargement pour voilà, avoir accès à certains services, mais on peut pas le faire sur un iPhone, donc c'est assez, voilà, c'est assez bloquant. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de services qui ne sont que sur des sites et que vous ne trouvez pas aussi dans des applications, parce que vous avez compris, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, pourquoi finalement vous avez fait ce choix de passer le cap, puisque vous l'avez pas eu pendant longtemps? Alors en fait, ça a été lié aussi à un changement de direction, et la nouvelle direction a voulu voilà, avancer sur le sujet de l'application. Et c'est aussi parce que, alors, en fait, l'idée de créer l'application n'est pas de faire migrer nos utilisateurs du web vers l'application, parce que on n'en a pas parlé, mais en plus de toute la suprématie d'Apple et Google, évidemment, ils prennent des commissions très gourmandes sur tous les abonnements. Donc l'idée, c'était pas de migrer les personnes du web, mais c'était plutôt de toucher une audience différente, de toucher plus de personnes, notamment des personnes plus jeunes qui vont plus avoir tendance à aller sur de l'app. Donc voilà, l'objectif, c'était surtout ça. C'est très récent, donc c'est encore en cours de... voilà, on travaille encore dessus, même si ça a été publié. On fait évoluer l'UX, de l'application continuellement. Et voilà, donc c'est encore en cours de construction, mais bon, en tout cas, déjà la publication, ça a vraiment, surtout sur Apple, ça a vraiment été une vraie victoire, parce que c'était beaucoup de travail, enfin beaucoup de travail, et surtout beaucoup de l'énergie, beaucoup d'attentes, et des oui, et puis en fait non, et voilà, ça a été ça pendant plusieurs mois, donc voilà. Nicolas nous dit souvent sur Google, c'est Play Protect. Play Protect de Google. Je connaissais pas ce nom intitulé, mais on peut lui faire confiance, je pense. Est-ce que tu voulais rajouter un petit mot, Léna? Sinon, on enchaîne avec Alexia. Non, mais je passe la parole. Super. Alexia merci beaucoup, Léna.
Alors sur un autre secteur, je vais essayer pareil de te mettre en grand, mais je galère toujours un petit peu, donc tu vas commencer à parler, à te présenter. Alexia, que j'ai rencontré sur un salon Amour et Handicap au mois de septembre, puisque je vous l'ai dit, c'est un sujet sur lequel on aime prendre la parole et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et à dire. Et donc, tu vas nous raconter ton Mayandi Plus. Voilà. Vas-y, à toi. Avec plaisir. Bah, bonsoir à tous. Donc moi c'est Alexia Barjou et je suis la créatrice de Mayandi Plus. Alors Mayandi Plus, c'est la première application de rencontre qui est dédiée au handicap, mais surtout ouverte à tous, puisque le but c'est de créer de l'inclusion. Et sur Mayandi Plus, bah, c'est pas que des rencontres amoureuses, c'est également un super outil pour se faire de nouveaux amis ou pour trouver de l'entraide. Quand on s'inscrit sur l'application, en fait, on a le choix pour choisir entre l'amour, l'amitié et l'entraide. Et on a lancé l'application il y a maintenant 14 mois et on a près de 3500 utilisateurs sans avoir fait de publicité payante. Et voilà, on est la première application, mais il y a également des sites spécialisés dans la rencontre handicap depuis 2010. Donc il y en a une dizaine, mais pour la plupart, ils sont assez anciens et ils se différencient en rien des sites classiques, si ce n'est leur appellation de rencontres spécialisées dans le handicap. Donc on a vraiment été les premiers à amener une application avec une design et une ergonomie au même niveau que les applications de rencontres les plus connues. Voilà, c'est vraiment notre volonté et aussi de pouvoir créer des fonctionnalités qui sont adaptées en fonction de chaque type de handicap. Voilà, pour rendre l'application encore plus ergonomique. Quelle belle idée. Bravo, parce que autant il y a certains, j'en parlais tout à l'heure, communautarisme, le teen dog pour les propriétaires de chiens. Des fois, je me dis, bah, tiens, oui, pourquoi? Ou l'appli pour les propriétaires de Tesla. J'avais des fois un peu de mal, quoique, mais bon, là, je comprends quand même que sur la question aussi, voilà, du handicap et de rencontre, il y avait aussi un vrai besoin pour le coup qui a vraiment du sens parce qu'on l'a vu dans le salon en disant, bah oui, on a le droit nous aussi d'aimer et d'être aimé et que sur aussi on avait déjà parlé avec Laetitia Robert dans notre webinaire sur la sexualité et handicap. Et finalement, on se rend pas compte, mais pour les personnes qui sont en situation de handicap et de mobilité, par exemple, le premier frein, c'est de rencontrer, c'est de pouvoir sortir et c'est d'aller vers les autres. Et donc, c'est vrai que pour le coup là, le numérique peut créer ce premier maillon qui est vraiment compliqué à faire pour eux. Peut-être que tu peux nous raconter un peu d'où est venue cette idée. Oui, alors en fait, moi je suis conseillère en économie sociale et familiale de métier, donc j'ai accompagné pendant plus de 8 ans des publics en difficulté et notamment dans le domaine du handicap. Et un jour, alors que je travaillais dans un foyer d'hébergement, il y a un jeune résident qui s'appelle Damien qui est venu me voir et qui m'a demandé de l'aide pour s'inscrire sur un site de rencontre classique. Et malheureusement, je me suis vite rendu compte que quand on a un handicap, les sites de rencontres classiques, ils sont pas adaptés et que même au contraire, ça vient encore plus renforcer le sentiment de rejet, d'isolement et le manque de confiance en soi. Et c'est vrai que quand on a un handicap et qu'on s'inscrit sur un site de rencontre classique, Tinder, Mythique, Bumble, en fait, on se pose toujours la question, est-ce que je vais devoir montrer mon handicap ou est-ce que je vais devoir le cacher? Donc, c'est vrai que nous, avec Mayandi Plus, on vient faciliter ça. Et c'est vrai que enfin voilà, c'est vraiment l'application où les personnes peuvent être elles-mêmes. Et puis tout à l'heure, on parlait un peu d'évolution, du dating, etc. Et moi, je trouve ça vraiment fou qu'en 2024, il n'y ait pas une application de rencontre qui soit inclusive, enfin, dans le sens où, par exemple, dans son profil, on ne peut même pas renseigner son handicap. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant. Donc, voilà. C'est vrai que la plupart du temps, quand on a, en tout cas, mais ça n'est pas tous les handicaps, il y a aussi des handicaps invisibles, donc je suis d'accord avec toi. C'est vrai que sur Tinder, on voit certaines personnes qui le montrent en se prenant en photo et en montrant, voilà, ouvertement qu'elles sont dans un fauteuil ou autre, mais c'est vrai que sinon tu peux pas le savoir. Et il y avait des vidéos qui ont été tournées il y a pas si longtemps que ça et qui montraient un premier rendez-vous d'une jeune femme, voilà, fort jolie et qui arrivait, mais qui effectivement pas signalé qu'elle était en fauteuil et les réactions en face était extrêmement violente. Ça faisait froid dans le dos. Et là aussi, encore, on a aussi parlé de ça, du validisme et du fait de, voilà, c'est quoi la norme du corps désirant et du corps désirable. Donc, ça doit tous un peu aussi nous interroger. Et donc, voilà, bravo pour ça. Je trouve que c'est chouette. Et
tu incarnes pour moi bien aussi les entrepreneurs de la sextech parce que souvent la sextech ou la femtech, les produits et les services qui sont créés partent d'histoires personnelles. Voilà, et souvent c'est assez touchant parce que derrière, on va dire oui, on parle de la rencontre. Pour certains, ça paraît frivole ou ça paraît léger, mais derrière, il y a des gens, il y a des sentiments, il y a de l'amour et on est des êtres humains et désirants et on a besoin de ça en fait. On a dit tout à l'heure, la rencontre, elle est essentielle et on a effectivement tous envie d'aimer et d'être aimé et donc c'est vraiment important. Est-ce que tu as, toi, des premiers retours ou parce que maintenant, moi, ça fait quelques mois, des choses à nous partager justement sur cette aventure-là et sur comment ça se passe, comment... Bah, nous, on est, super contents déjà d'avoir, pu, avoir une si grande communauté sans faire, de publicité payante, avec peu de budget. Et on est vraiment contents parce qu'on a des super retours et parfois même très poignants de personnes qui nous disent carrément que Mayandi Plus, bah, ça a changé, leur vie. On a, on a également, bah, créé maintenant plus d'une dizaine de couples à notre connaissance et aussi, bah, des rencontres, en amitié. Donc voilà, les personnes, elles aiment trop pouvoir se connecter, échanger avec des personnes qui les comprennent et aussi pour les personnes pour qui le handicap ou la maladie, elle survient, au cours de la vie. Voilà, elles ont besoin d'avoir d'informations et souvent de se tourner vers des personnes et on a également des super retours, bah, de toutes les institutions, qui pour eux trouvent que c'est vraiment, super important, d'avoir, ce genre de support pour faciliter les rencontres, et rompre l'isolement, quoi. Alors, il y a sûrement plein de gens pour vous dire que ce que vous faites, c'est génial, mais est-ce que concrètement, il y a des gens qui vous aident? Parce qu'on en revient toujours à la même question. Et là, sur des sujets comme le tien, déjà, quand on parle de sexualité, les financements, c'est compliqué. Mais quand on ajoute le handicap, déjà, quand on nous dit c'est des produits pour les femmes, c'est des produits de niche, et donc c'est compliqué. Et là, enfin, voilà, est-ce qu'on vous aide? Tu as tout dit, Christelle, bah, c'est exactement ça. Tout le monde nous dit: «C'est super, c'est génial, ça a un vrai impact, sociétal». Mais en soi, l'application de MyHandy Plus, elle a été complètement autofinancée. Quand on s'est lancé au début, on avait lancé une campagne de crowdfunding, donc on avait réussi à récolter, 5 000 € et c'était que des dons des personnes en soi. Et quand on allait chercher de l'argent auprès des institutions, des associations, bah, voilà, ils trouvent ça super, mais ils ont pas de eux-mêmes, ils disent que financièrement, c'est compliqué, qu'ils ont pas d'enveloppe budgétaire pour soutenir, des projets comme le nôtre, malheureusement. Et après, quand on va taper aux portes, de la région, du département, de l'État, bah, il y a personne non plus. Donc pour l'instant, on n'a eu aucun financement et nous, on est à côté de la frontière, suisse. Donc je suis bien, au courant de ce qui se passe aussi à Genève et là-bas, ils sont quand même plus ouverts, sur la question. Ils sont plus avancés que nous, notamment en termes d'accessibilité dans le handicap et pour eux aussi, quoi, j'ai rencontré des partenaires qui sont, dont une dame qui s'est battue toute sa vie pour créer une plateforme comme MyHandy Plus et elle a jamais eu aucun soutien, financier. Après, voilà, je nuance quand même, mes propos parce que nous, on est, une start-up, donc on n'a pas un statut association. Donc je ne sais pas comment ça se serait passé si on s'était, lancé en asso. Mais nous, c'était important d'être une start-up parce qu'on voulait vraiment, créer une révolution et avoir, une grosse croissance et Ouais, alors, il y a beaucoup de, je peux en dire un mot parce qu'il y a beaucoup en ce moment de startups, notamment Femtech, qui se disent, tiens, on n'arrive pas à être financé, donc on va basculer dans un modèle asso ou entreprise à mission et on va essayer d'aller récupérer des fonds, des fondations ou des gens qui défiscalisent. Alors sur le papier, c'est bon, mais on reste quand même malgré tout sur des sujets qui après font que les gens pas forcément au bout de la démarche pour pour verser. Donc je sais pas s'il y a vraiment malheureusement de bonnes solutions. Et j'en profite pour dire que sur ces sujets-là, c'est dans la loi, l'accès, encore une fois, à la sexualité, au bien-être, à l'équilibre, c'est prévu. Il y a eu des notes récentes pour réaffirmer ça, de l'importance de ce droit-là pour les personnes en situation de handicap. Et donc, il y a toujours plein de choses qui sont prévues et qui sont après dans les faits, par contre, voilà, pas vraiment soutenues et aidées. Et c'est une des raisons qui explique de pourquoi le Sex Tech for Good et le collectif, pour qu'on puisse prendre la parole sur ces sujets-là, pour éveiller un peu les consciences et dire maintenant on a besoin d'aider ces projets innovants, voilà, dans tous ces domaines-là. C'est vraiment derrière, c'est de l'humanité, hein, franchement. euh, et donc peut-être que toi aussi, il faudrait que tu déménages un jour, on ne sait jamais, hein, peut-être aller chercher de l'argent ailleurs, je sais pas, mais j'aimerais faire malheureusement. Benjamin à New York. Bah oui, on va faire un charter et puis on, on va aller s'exporter, voir ce qu'il arrive. Euh, la suite, tu la vois comment pour MyHandy Plus, Alexia?
Bah, du coup, la suite, ça allait plutôt chercher, des moyens financiers parce que là, on a vraiment besoin de se faire connaître, même si on fait beaucoup de publicité, du coup organique, enfin nous-mêmes quoi, on a besoin d'argent pour aller un peu plus vite. Donc on va chercher plus du côté d'investisseurs, investisseurs privés ou même, des financements et bah, l'idée c'est de se développer encore plus, parce qu'on est quand même déjà bien développé en France. On veut continuer à se développer aussi en Suisse, on est un petit peu en Belgique et voilà, pouvoir permettre aux personnes de se rencontrer, bah, partout, au plus près de chez elles et continuer à former des beaux couples et voilà, aider, des personnes qui se sentent seules à plus se sentir seules et voilà, continuer, ce qu'on fait déjà, quoi. Écoute, merci, belle mission. Je vois que Marie a mis, en tant que soignante, j'ai souvent été démunie face à la solitude de patients en situation de handicap, en quête de relations de couple et ou sexuelles. Et voilà, on va aussi rappeler qu'effectivement, en France, le métier qui peut faire polémique, mais l'accompagnant sexuel n'est pas autorisé, assimilé à de la prostitution, qui est légalisé dans certains pays. Donc voilà, on a encore beaucoup de progrès à faire. Les utilisateurs sont concentrés sur quelle ville en France, me demande Florence. Vous êtes plutôt Alors, on a un peu partout, mais majoritairement, bah, plutôt les grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, Grenoble, Bordeaux. En fait, on a un peu du monde, un peu partout, c'est plutôt, éclaté, si je puis dire. Enfin, les personnes sont vraiment de partout. Ah, n'hésitez pas, hein, si vous voir, vous allez, c'est une recommandation que je vous dirai à la fin, suivez les entrepreneurs de la sextech et n'hésitez pas à partager voilà, des applis comme ça. Merci beaucoup, Alexia. Je vais passer la parole, on est un peu en retard, mais c'est pas grave parce que c'est passionnant, à Cécile, qui est la Benjamine de l'équipe, parce que elle est arrivée dans Sextech for Go un peu en même temps qu'Alexia, mais elle est en création de son application et l'application Low Voice, hein, et elle va nous expliquer, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire en réaction aussi de ce qu'on a commencé à dire sur le marché, sur la fatigue, sur l'usure, sur le féminisme. Et donc, Cécile, prends la parole et puis pareil, je te mets à l'écran dès que j'y arrive. Oui, pas de souci. Merci beaucoup et merci à vous ce soir parce que j'en apprends encore plein et Christelle et Alexis avec qui j'ai déjà pas mal échangé sur plein de sujets, donc c'est toujours passionnant. Donc je suis Cécile Mathieu, je suis en train de créer la première application de rencontre basée uniquement sur la voix. Au niveau du pourquoi, c'est parce que moi j'ai redécouvert les applications avec mes copines en 2020 et en fait, bon, j'y étais jamais allée depuis une dizaine d'années. Et oui, j'ai été effrayée par cette surconsommation, et par cette demande de photos récurrentes. Alors au début, c'était vraiment ça. Et moi, j'avais un métier, à ce moment-là, en tout cas, j'intervenais euh, dans une structure de mettre mon image sur le net. Et du coup, c'était pas possible pour moi et pour mes collègues de s'inscrire sur les apps de rencontre. Et à ce moment-là, en 2020, je me dis, bah, ça serait génial de créer une appli de rencontre par la voix, parce que je passe ma vie à faire des messages vocaux. Et en 2022, quand j'ai voulu voir si ça existait, ça n'existait toujours pas et je me suis lancée. Bah, belle idée. Je pense que la voix, on le sait, hein, c'est quelque chose. On a fait le podcast érotique, on sait à quel point la voix, les mots, voilà, peuvent nous chavirer aussi. Est-ce que tu peux peut-être là ton parcours, parce qu'on a parlé des problèmes de financement, toute cette course du combattante, ce parcours du Ouais, combattant. de la combattante et surtout, je pense, entre ce qu'on entend quand on débute. Moi, je suis pas du tout du numérique et ce qui se réalise, quand on est sur le terrain et c'est voilà, une application aujourd'hui, c'est super simple. Non mais attends, tu la sors en 3 mois, c'est fait avec un tout petit budget, oui. Bon, si on m'avait pas dit ça, je me serais pas lancée, donc tant mieux. Mais et en fait, pareil, il y a plein de choses pour les femmes. Tu vas voir, t'es financée. Non, pas du tout. Donc voilà, ça fait depuis 1 an et demi que j'y suis. J'ai fait du crowdfunding également, où j'ai levé 7 000 euros. Et en fait, bah, comme tu le sais, Christelle, j'ai eu un prêt d'honneur via Initiative. Alors nous, dans le 06, c'est Initiative Terre d'Azur, mais le réseau Initiative, il existe dans toute la France. Et un prêt d'honneur est forcément couplé avec un prêt bancaire. Et du coup, après 6 mois de harcèlement bancaire, mon dossier vient juste de passer, voilà, il y a quelques semaines, pour la suite du financement et Donc, pour on commencer précise, le oui, oui. développement.
On précise quand même pour, pareil, à nos auditeurs, que quand tu dis ça, ça veut dire que quand même c'est toi qui prends des risques, hein. C'est pas comme les gens qui jouent avec Oui, l'argent des autres ou des subventions de la BPI ou autre. Les prêts comme ça, c'est du prêt personnel. Donc ça veut dire que même si demain tu vas pas bien au bout de sûr. ton projet ou que ça s'arrête, tu devras quand même continuer Oui. à rembourser. Donc c'est 100% prise de risque sur. Alors il y a quelques assurances, mais Alors, je rentre pas dans la partie BPI Innovation, parce que tu as un prêt BPI Innovation, mais franchement, ça fait 1 an que je leur écris. Par contre, le prêt d'honneur, c'est un prêt BPI, quand même. Mais oui, tu passes par un organisme, mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est sur garantie personnelle. Hein. ils prennent de l'argent, mais ils prennent zéro risque. C'est ce que je veux Oui, dire. Ah, ouais. oui, oui. Et de toute façon, pareil, ça au début, on te dit oui, mais va pitcher à fond, il y aura forcément quelqu'un d'intéressé. Mais bien sûr que non. Quand tu n'as pas de chiffre d'affaires, c'est rarissime. Ou bien effectivement, tu pars déjà avec un bagage, avec plusieurs sociétés, plusieurs entreprises. Et, euh, et outre les chiffres déplorables hein, sur le financement féminin, effectivement, voilà. Non, non, c'est impossible. Si moi au début, je voulais pas du tout. Hein, la première fois qu'on s'est parlé, je voulais pas du tout emprunter à titre personnel. Bon là, j'emprunte au titre de ma société, mais effectivement, c'est un vrai parcours de la combattante, même pour un prêt d'honneur. Hein. Mon prêt d'honneur, il est passé. Enfin, on a tout donné. Bon, alors parle-nous un peu de Low Voice. Est-ce que tu imagines dans Low Voice? Et puis, voilà, un peu concrètement, parce que voilà, on a envie d'en savoir un peu plus sur comment ça va se passer, en fait. Oui, alors Low Voice, il y aura pas de photo, je le dis de suite, parce qu'à chaque fois. Et d'ailleurs, j'ai été approchée par un investisseur qui m'avait directement dit, moi j'investis, je suis hyper intéressée, mais par contre, faut mettre la photo au bout de quelques messages. C'est pas le concept. Non, merci. Voilà, donc le concept, c'est vraiment que au son de nos voix, on se rencontre. Donc le profil, au lieu d'avoir notre photo, on a une bande sonore avec une jolie vague de voix et on se découvre comme ça. Et donc après, on se découvre quoi? Après, en s'écrivant ou en continuant de s'envoyer des vocaux? Alors on continue de s'envoyer des vocaux. Et après, le passage à l'écriture est totalement possible parce que les vocaux, surtout au début, j'ai eu quand même pas mal de témoignages d'utilisateurs, utilisatrices. Au début, on a quand même envie de beaucoup s'écrire quand on rencontre quelqu'un. Et les vocaux, bah, parfois, on ne peut pas les écouter hein, si on est en groupe, etc. Donc, on aura du passage à l'écrit possible, mais avec demande à l'autre personne. Parce qu'effectivement, dans Low Voice, j'ai vraiment envie de mettre cette notion de consentement. Donc, la personne demandera à l'autre personne si elle est OK pour passer à l'écrit. Et l'étape d'après, ça se passe comment? Si à un moment donné, on a envie de sortir de l'app et de se rencontrer en vrai, c'est comment tu vois le parcours? Ouais, elle est intéressante ta question. Alors là, on m'a proposé mon premier événement sur Nice. Donc je suis super contente. Voilà, l'événementiel, Si j'y vous vais. êtes dans le sud et que vous avez rien à faire pour la Saint-Valentin parce que vous cherchez votre +1, Mm. Cécile, elle a une soirée pour vous. Et normalement, en plus, au niveau de Tinder des chiffres, c'est Paris qui utilise le plus Tinder en France, mais l'été, c'est Nice. Ah ouais. Je l'ai vu récemment. Mais il Donc, y a jamais autant de profils en Bretagne que pendant les vacances de Noël. ah, mais Tous les et du coup, Parisiens viennent en vacances. si tu veux, ça m'ouvre aussi la perspective à force de travailler, d'être accompagnée aussi hein, par des professionnels, parce que pour moi, c'est ça la clé, c'est vraiment l'accompagnement et la formation. Et la rencontre hein, aussi entre nous. Et l'apps de Low Voice, si tu veux, c'est le premier bout du chemin du concept. Donc voilà, là, je vais faire mon premier événement. On va voir hein, comment ça s'est passé. Je vous ferai un petit retour d'expérience. Ouais. Et après, comment je vois les choses de plein de manières. Moi, dans ma tête, j'adorerais que les personnes qui se rencontrent, je sais pas, qu'on ait un endroit spécial Low Voice, que chacune a un ballon où il y a marqué Low Voice. Je dis toujours le ballon. Je sais pas du tout pourquoi. Mais voilà, je visualise bien un ballon. Voilà, mais ça, on verra. Déjà, je vais faire l'appli. J'ai bien entendu voilà, les galères déjà pour créer cette appli et pour la faire valider. Et après, on verra, étape par Il y a quand étape. même il y a quand même une vraie optique qui est de te dire que toi, une application qui est une porte d'entrée, mais vers une vraie rencontre dans la vraie vie. Oui, D'accompagner aussi vraiment cette oui. rencontre-là, en fait, dans le monde réel. Donc Ah oui, aussi, oui. peut-être dans cette vraie tendance-là, d'aller chercher autre chose et pas être dans l'hyper-consommation de s'écouter 150 voix dans la journée. Oui, et je propose une réelle réflexion à la rencontre, de prendre notre temps, tu vois, je pense qu'aussi Tinder, bah, on l'a tous et toutes vécu plus ou moins. C'est, tu swipes à l'infini. Enfin, voilà, là, c'est vraiment, tu dois être posé. Tu peux pas regarder ta série et écouter ton vocal. Ou tu peux peut-être, hein, mais moi, je peux pas. Bien vu, bien vu.
Ça dépend peut-être si t'es un homme ou si t'es une femme. Enfin, la blague, il paraît qu'on est plus multimédia que... Mais... Non, non, c'est pas vrai. Je comprends l'intention et je comprends l'intérêt surtout, et je pense que ça colle bien effectivement à de nouvelles tendances de vouloir rencontrer des gens autrement et de faire justement ce qu'on appelait des vraies rencontres. Benjamin, t'avais quelque chose à dire? Non? Non, non, je rigolais à ta vanne, Christelle. Ah, merci, t'es bon public. Mais tu sais, ça me fait toujours penser, tu vois, il y a des personnes âgées qui ont pris cette référence, des annonces dans les journaux qui avaient dans les années, je sais pas, 70-80, où les personnes se rencontraient à travers une petite annonce quand même. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'ils aimaient aussi l'été dansant. C'est aussi, il y avait plein d'occasions comme ça. Et on a eu, il y a quelques années, des gens qui quittaient justement les applications de rencontres et qui se resservaient des réseaux type, à l'époque, ça s'appelait Twitter, pour repasser des petites annonces en mode texte. Voilà, en disant, parce que fatigué effectivement de ces swipes et de ces nombres de visages et qui ont un impact. Benjamin le disait, on va vous programmer un webinaire sur l'amour parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais qui font que aussi on n'investit pas le couple ou la relation pareil. Si on se dit qu'à chaque fois qu'il y a un problème, finalement c'est pas grave parce qu'il y a encore 150 000 profils à swiper de mieux derrière si ça se passe pas bien dès le début. Voilà, c'est pas la même que si on rencontre quelqu'un et où on investit sur la relation en disant je fais le choix d'aimer cette personne-là pour plein de raisons et voilà, je vais construire une relation. Donc c'est vrai que ça interroge aussi. Il y a la rencontre et la manière dont on se rencontre et la manière dont on construit ce qui suit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup les prochaines étapes en termes de temps? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Cécile là? Bah, écoute, Déjà une bonne première soirée. Ouais, c'est gentil. Une bonne première soirée, que les stores ne me fassent pas trop suer. Oui, ouais, là, on va J'espère. Et écoute, que du positif, hein, de continuer à se rencontrer, à faire des temps ensemble et à échanger. Je pense que c'est l'essentiel. Ben voilà, nous aussi ce soir, hein, c'est une forme de rencontre, hein, et on voit à quel point ça nous fait plaisir d'être là tous ensemble. Je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat. Vous êtes encore presque tous là connectés. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui a envie de rajouter quelque chose? Parce que c'est le moment. On est arrivé un peu plus d'une heure de ce webinaire. On a à peu près bien tenu le timing. Hein, c'est chouette. Pas de questions? Je vais attendre. Moi, j'en ai une pour Alexia, du coup. Je peux? Ouais, bien sûr. Du coup, Alexia, tu parlais, parce que je suis vraiment en pleine création de Labs. Bon, même si elle est finie visuellement, mais en tout cas, je suis en train de la peaufiner. Quand tu parlais parce que avec Alexia, on s'est rencontrés, on est travailleuses sociales de diplôme toutes les deux. Donc, du coup, dans les catégories, tu disais il n'y a pas beaucoup d'apps qui proposent une case handicap, ou en tout cas pour notifier son handicap. Tu l'imagines comment, toi? Alors, très simplement, vraiment, hein, dans le profil, quand enfin, dans la plupart des applis, de toute façon, c'est toujours la même chose. Tu as des descriptions, enfin, tu remplis ton profil qui est simplement un champ handicap, quoi. Ok, handicap, oui, non. Handicap, oui, non, exactement. Enfin, simplement que le mot soit là, que les personnes ne soient pas obligées de le mettre dans leur bio, ou enfin que les personnes ne doivent pas réfléchir à comment l'amener autrement, que en fait l'appli propose une manière sympa de le dire, quoi. Ok. À penser. Alors, on a merci. Pour répondre à Philippe, oui, tous les intervenants de ce soir et tous les membres de Sextech for Good sont basés en France. Benjamin est à Paris, ou pas loin. Léna, Nous, on est à Paris aussi, ouais. à Paris. Alexia est à Annemasse. Parce qu'il y avait une blague tout à l'heure. Et on a Cécile qui est dans le sud. Voilà. Et moi, je suis à Brest. Donc, on avait un beau maillage territorial ce soir. Et la Suisse, vous avez une idée? Eh ben, la Suisse, il se passe des choses, mais j'ai pas vraiment d'infos non sur ce qui se passe en termes de sextech. Je sais pas si l'un d'entre vous a... Alors, Noulib est dispo en Suisse, Voilà. pour les Suisses que ça intéresse. Et en Suisse, aussi, les assistantes sexuelles sont légiférées. En Belgique aussi. Voilà. Ouais, Belgique aussi. Des pistes. Et au niveau des applis, les applis, oui, c'est plus simple. Mayandi Plus, tu disais, vous avez peut-être quelques utilisateurs en Suisse? Oui, on commence à en avoir de plus en plus, ouais. Bon, c'est bien.
On va s'arrêter là. Du coup, si vous n'avez plus rien à rajouter, mes petits et chers camarades de ce soir, je vous remercie vraiment pour votre temps, d'avoir participé, d'avoir donné. Je pense que c'était assez riche dans les échanges. On a essayé de faire un tour à la fois en innovation techno, de l'impact sociétal et de vous donner aussi la réalité des entrepreneurs de la sextech qui sont dans ce domaine-là. Je vous encourage bien sûr à nous suivre, à les suivre. Benjamin sur son podcast, et puis voilà, nos amis sur la sextech, sur le collectif et sur leurs apps respectives. Et puis de vous dire que le prochain rendez-vous, le prochain webinaire, ce sera le 15 février avec Always Valentine et on s'intéressera à la sexualité des seniors parce que voilà, la vie est courte et le désir sans fin et on a vu, il n'y a pas d'âge pour aimer, pour s'aimer, pour se rencontrer et pour prendre du plaisir. Voilà. Donc je vous souhaite aussi une très belle année 2024, fun, avec plein de fun, de bonheur. Voilà, de plaisir aussi, oui. Et on se retrouve très vite, j'espère. Voilà, merci à vous toutes et tous. Très bonne soirée. Merci Merci Christelle. beaucoup. Bonne Au soirée. revoir.